Salut, c'est Olive, et oui, je suis de retour. Je suis désolée de ne pas avoir pu tourner de vidéo la semaine dernière, mais voilà, ça faisait 2 semaines que j'avais une bronchite, et entre la toux, la fièvre et l'énergie vitale du zombie, j'avais clairement pas le courage ni la force de pouvoir tourner une vidéo. Mais voilà, je suis guérie, donc nous pouvons de nouveau nous lancer dans de magnifiques discussions sur les livres et la lecture. D'autant plus que pour cette vidéo, ce sera un bilan livresque, voilà, sur novembre et mi-décembre. J'ai pas mal de choses à vous présenter, autant manga que roman, voilà, et comme je suis très bavarde, j'ai besoin de parler de nouveau. Je vous présente tout d'un coup, hein. Cette fois pas de différenciation, donc on va tout de suite commencer avec les mangas. On commence avec un tome 2, le tome 2 du Mari de mon frère de Gengoro Tagame aux éditions Akata. Et le premier tome était très bien, parce qu'il faisait réfléchir, il posait de bonnes questions, sans être ni trop niais, ni trop moralisateur. C'était bien retranscrit, il y avait des émotions, c'était bien travaillé tout simplement. Et le tome 2, le tome 2 est dans la continuité, j'ai envie de dire, c'est toujours aussi bien, on rencontre de nouveaux personnages. Le héros principal qui est le beau-frère du Canadien réalise certaines choses, mais toujours de manière assez naturelle, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de forcing. Et surtout, je suis agréablement surprise sur le personnage de la petite fille. La petite fille qui se trouve juste là, Kana. Dans le premier tome, en fait, elle avait clairement le rôle de l'innocence. Elle posait des questions, elle faisait des remarques assez vraies, de manière innocente. Et, excusez-moi, je perds ma voix. Et j'avais peur que, voilà, elle garde ce rôle de l'innocence et l'innocence vraiment qui découvre plein de choses, qui se pose des questions, jusqu'à en faire un peu trop. J'avais peur de ça. Et finalement, justement, dans ce tome 2, eh bien, je suis agréablement surprise parce qu'il y a des dialogues entre Kana et son oncle canadien. Ce dialogue enfant-adulte m'a plu parce qu'il est bien fait. Et les deux côtés ont des questions, ont des réponses, et voilà, il n'y a pas qu'une seule parole. Et moi ça m'a plu. On continue dans les suites, mais avec une histoire très différente. Je vous présente le tome 7 des Misérables, l'adaptation du roman de Victor Hugo par Takehiro Arai aux éditions Kurokawa. Donc ça, je suis pratiquement sûre de vous avoir présenté, si ce n'est la série, au moins un tome, le tome précédent, dans une précédente vidéo aussi. Je vous présenterai la série dans une vidéo à part. Voilà, j'ai des idées de vidéos, donc voilà, ça viendra en son temps. C'est toujours aussi bien, les dessins s'améliorent de tome en tome. L'ambiance est là, en grande amoureuse des Misérables, moi je suis comblée parce que c'est très fidèle à l'histoire d'origine. Ce tome parle pleinement de la Révolution, voilà, des barricades, on a des sacrifices, on a des sacrifiés, il y a beaucoup de pertes, et on a vraiment beaucoup de dialogues sur la politique, sur les idéaux, sur le courage, la volonté. Il y a aussi beaucoup de moments où il est question de la force de... je trouve plus le mot, mais la force de volonté d'agir pour ses idéaux jusqu'à risquer sa vie. J'ai aimé, je suis juste triste parce que les dernières pages laissent présager ce qui va arriver, et pour tous ceux qui connaissent plus ou moins l'histoire des Misérables, on sent que la fin arrive. Voilà, donc je suis très contente parce que c'est toujours aussi bien, mais je suis un peu triste de savoir que c'est bientôt terminé. Encore une suite, mais cette fois-ci dans le manhwa. Je vous présente de nouveau Meiland Fang de Lin Ying aux éditions Urban China, le tome 3. Voilà, on m'avait prévenu par commentaire que le tome 3 sortait à telle date en novembre-décembre, je ne sais plus trop. Et donc, comme j'avais lu les 2 premiers tomes d'une traite, j'ai pas pu résister. Voilà, le tome 3 m'appelait. C'est toujours aussi bien. J'apprends toujours autant de choses sur le plan historique que sur le plan culturel. Il y a pas mal de politique dans ce tome, parce qu'il y a visiblement du changement en Chine qui se prépare. Et c'est un tome un peu plus... pas plus adulte, mais avec des thèmes peut-être plus matures, puisque le héros, Meiland Fang, grandit, ce n'est plus un adolescent, c'est un jeune homme maintenant. Et voilà, il doit faire des choix dans sa vie, il rencontre de nouveaux personnages qui ne lui parlent pas que d'opéra. Et c'est un thème, ma foi, très intéressant. Dans la continuité encore, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi bien travaillé. Et je ne peux que vous le conseiller, voilà, que dire de plus ?
Cette fois-ci, on n'est plus dans le manga, mais dans la bande dessinée française avec Princesse Sarah d'Audrey Olouette et de Nora Moretti aux éditions Soleil. Alors déjà, il faut savoir que Princesse Sarah, c'est l'adaptation du roman Petite Princesse, ou plus connu généralement sous le titre de Princesse Sarah. Ce roman, moi, m'avait beaucoup plu quand je l'ai lu quand j'étais enfant. J'étais aussi assez fan du dessin animé. Et l'adaptation proposée par mesdames Olouette et Moretti me tournait autour depuis un moment. Mais je sais pas pourquoi, j'ai mis pas mal d'années à me lancer dessus. Et finalement, il se trouve que tous les tomes étaient disponibles à la bibliothèque, donc je me suis dit, allez, vas-y, prends-les tous, comme ça c'est fait. Les 4 premiers tomes, si je me trompe pas, sont l'adaptation assez fidèle du roman. On a l'enfance de Sarah dans le pensionnat, on a sa déchéance de jeune héritière à servante, et si ce n'est le petit côté steampunk avec la robotique insérée dans l'histoire, il n'y avait pas grand chose de nouveau. C'était une lecture sympathique, mais moi ça m'a pas transportée. Et j'ai beaucoup plus été attirée par la suite, puisque dès le tome 5 en fait, ou dès le tome 6, je sais plus trop, il faudra que je vérifie, mais il se trouve que la suite de l'histoire se passe quand Sarah est devenue adulte, est devenue une jeune femme, quand elle retourne en Inde. J'ai aimé découvrir cette Sarah adulte, j'ai aimé redécouvrir des personnages qu'on avait croisés dans le roman enfant et forcément on les voit plus grands. Et voilà, il y a de l'aventure, il y a de la romance, il y a de l'humour, et surtout je suis tombée sous le charme, du personnage de Lavinia. Et je sais pas, c'est un personnage que j'adore. Elle est drôle, elle est sarcastique, elle est ironique, elle a beaucoup d'imagination. C'est une femme qui n'a pas froid aux yeux, et je sais pas, l'idée de transformer cette méchante petite fille en jeune femme, je sais pas, tellement charismatique, tellement drôle, moi ça m'a beaucoup plu, et j'adore Lavinia. On retourne dans le manga avec le tome 2 de Perfect World de Rie Haruga aux éditions Akata. Le premier tome m'avait laissé un peu dubitative, mais bon, je voulais pousser la question, pousser l'aventure, donc j'ai acheté le tome 2, et j'ai été plutôt surprise, parce que il y a plus de recul, le recul que j'attendais dans ce tome-là. Tout n'est pas rose dans la vie du duo, il y a des réflexions qui peuvent blesser dans ce tome-là, donc l'héroïne est un peu remise les pieds sur terre, j'ai envie de dire, et surtout on a le point de vue du jeune homme. On a un chapitre qui lui est dédié, où on a vraiment son point de vue d'homme qui souffre, puisqu'il souffre de ces situations, et moi ça m'a plu parce que voilà, on a un peu plus de réflexion, je pense, dans ce tome 2, et je ne peux que vous le conseiller, lancez-vous dans l'aventure, voyez ce que ça donne, et moi personnellement je vais attendre le tome 3 pour voir ce que ça donne aussi. Le meilleur pour la fin, et quelle fin! Voilà, le tome 9 de Innocent de Shinichi Sakamoto aux éditions Delcourt Tonkam. Il se trouve que le tome 9, c'est le dernier tome de la première saison d'Innocent. Il y a une saison 2 qui s'appelle Innocent Rouge, qui est déjà sortie au Japon, il y a 4 tomes qui sont actuellement publiés, et qui va arriver en France en avril 2017. Donc je pense que je vais avoir des crises de manque avant, et je pense que je vais m'acheter les tomes en japonais, même si je ne lis absolument pas le japonais, parce que je vais craquer, c'est trop loin. Et c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi génial, c'est toujours aussi beau, et c'est toujours aussi passionnant. On retrouve Charles-Henri, qui avait un peu disparu dans les tomes précédents, on le retrouve, voilà, il retourne à Versailles. On découvre un nouveau personnage qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le fils de Charles-Henri, parce que Charles-Henri pleure, Charles-Henri philosophe, Charles-Henri réfléchit beaucoup à son existence, mais Charles-Henri ne fait pas que ça, il fait aussi des petits, et voilà, on a le premier petit Samson qui arrive dans l'histoire, qui passe un sale quart d'heure, je tiens à le dire, ça vous rappellera très certainement une scène du premier tome, et on retrouve Marie-Joseph qui va vivre quelque chose d'assez intense dans ce tome-là. On va la découvrir sous un nouveau jour, sous un côté plus féminin, je pense. Et moi, ça m'a bien plu. Et ça s'arrête sur une scène, oh mon Dieu, tellement intense, tellement bouleversante que je veux la suite. Je suis désespérante. Il me faut la suite. Et voilà, et si vous n'êtes toujours pas lancé dans l'aventure d'Innocent, lancez-vous, vous n'allez pas le regretter, c'est juste trop bien. Et je suis en manque. Voilà, je ne prie pas tous les soirs devant ma série, mais je pense que je vais m'y mettre. je vais allumer des cierges. J'en étais là de mon désespoir, il n'y avait plus d'Innocent, du moins pas avant avril 2017.
Et je me disais, c'est fini pour un petit moment, c'est en pause. Donc tu ne verras plus d'Innocent, tu ne verras plus de travail de Shinichi Sakamoto. J'étais très très triste. Je errais sans âme dans les rayons de la Fnac quand je suis tombée sur ça. Voilà, donc Les Rêveurs du Louvre, publié chez Futuropolis et Louvre Édition, où il y a 8 auteurs japonais et taïwanais qui dessinent chacun une petite histoire, une petite bande dessinée sur le thème du Louvre, sur ses œuvres et sur ce que les visiteurs peuvent ressentir. Donc chacun dans son univers, dans son style graphique. Et donc rien que ça m'avait attiré, mais il y a surtout quelque chose qui m'a attiré sur la couverture. Une petite dame, juste là. Je suis passée devant. Alors déjà les Rêveurs du Louvre, oh là là, oh, ça a l'air intéressant. Puis ensuite il y a la petite dame là qui m'a dit, hé, tu me reconnais pas? Donc je dis non, ça ne peut pas être possible, non, ce n'est pas toi. Donc je lève un peu les yeux pour regarder là le nom des auteurs japonais. Et qui je vois? Shinichi Sakamoto. Et oui, il a participé à cet ouvrage. Il a écrit une petite histoire sur Marie-Antoinette et Mona Lisa. Et il y a même Charles-Henri qui arrive à la fin. Et ah mon Dieu, quand j'ai vu ça, j'ai dit il est pour moi, il est à moi, c'est mon précieux. Donc j'ai tout de suite craqué et je ne le regrette pas. Déjà parce qu'il y a une histoire inédite d'Innocent, hein, voilà, c'est trop bien. Et ensuite parce que c'est un très bel ouvrage. Il y a plusieurs univers, il y a plusieurs histoires silencieuses, sans texte. Et on a aussi bien du métaphysique, du futurisme. Franchement, c'est très très beau, c'est très très bon. Et je ne peux que vous conseiller. Voilà, pour tous les amoureux du Louvre et pour tous les amoureux de l'art qui s'exprime, je pense, c'est un bon cadeau. Et il y a Marie-Antoinette. Donc forcément, c'est bien, prenez-le. Donc c'est fini pour les mangas, on va maintenant s'attaquer aux romans. Et dans les romans, je tiens à le dire, il y a une déception. Voilà, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a forcément besoin d'une déception par bilan livresque. Mais bon, voilà, commençons. Mais on commence avec un livre que j'ai emprunté en bibliothèque et que malheureusement j'ai dû rendre parce que je ne peux pas garder les livres éternellement. Et j'étais assez désappointée parce que je ne pouvais plus vous le présenter. Donc j'ai un gentil livre qui s'est proposé pour se déguiser, donc voilà. Je vous présente Mal de pierre de Milena Agus aux éditions Livre de Poche. Et c'est un petit livre, ma foi, bien écrit, avec un style pas froid, pas distant, mais assez neutre. Le narrateur n'est pas l'héroïne, mais sa petite fille qui raconte l'histoire de sa grand-mère, telle qu'on lui a racontée, telle qu'elle l'a vue de ses propres yeux. Et cette grand-mère, jeune femme, elle était un peu la bête noire de sa famille. Il se trouve qu'elle était malade. Elle avait des crises d'hystérie et elle avait des crises de folie où elle devenait un danger pour elle-même et pour les autres, à tel point que sa famille se demandait s'il n'allait pas finir par l'interner parce qu'elle était vraiment, dans ces crises-là, elle était vraiment dangereuse. Et surtout, ils avaient peur qu'elle ne puisse jamais se marier puisque aucun homme ne voudrait épouser une femme comme ça. Et c'est là le grand malheur de l'héroïne, puisque elle ne rêve que de l'amour véritable, que de vivre une passion dans toute sa grandeur. Malheureusement, sa maladie l'empêche de vivre ça. Il se trouve que un beau jour, l'héroïne rencontre un homme qui change tout, qui change sa vision du monde. Elle va en tomber follement amoureuse et là, que va-t-il se passer? C'était très bon. Ça ne m'a pas bouleversée comme lecture. Ayant vu le film avant de lire le livre, je savais le grand mystère. Hein. J'avais plus de secrets, plus d'intrigues qui m'attendaient. Mais j'ai vraiment aimé cette lecture. Il y a quelques paragraphes que malheureusement j'ai pas retenus, mais qui étaient assez poétiques, assez bien écrits. Il y a une vraie réflexion sur l'amour évidemment, mais également sur la maladie de l'héroïne, et puis aussi la manière dont son entourage voit la maladie. J'ai trouvé que c'était plutôt profond. Et je ne peux que vous conseiller cette lecture. On arrive à la déception de ce bilan. Il s'agit de Monsieur Mozart se réveille d'Eva Baronski aux éditions Piranha. Avec ce livre, il était question d'un Mozart qui débarque au XXIe siècle à Vienne. Et finalement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que déjà l'écriture, c'est un style assez commun, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu fiches, toi? Il n'y a pas de caractère qui ressort de cette écriture. Et surtout, j'ai pas accroché dès les premiers chapitres avec l'arrivée de Mozart à Vienne en fait. Il se trouve qu'on le fait débarquer alors qu'il était à l'article de la mort dans un appartement où visiblement il y a une espèce de fête monstrueuse.
Il se réveille entouré de mégots, de cigarettes, de bouteilles vides de bière, de CD cassés, enfin machin. Il rencontre deux types, visiblement encore un peu bourrés. Il leur dit je suis Amadeus Mozart et bon, c'est limite s'il lui demande pas qui c'est quoi. Et j'ai pas aimé l'ambiance de ce livre, c'était assez... Je sais pas, j'ai l'impression que l'ambiance de l'appartement où le pauvre Mozart a débarqué, cette ambiance assez glauque, elle est restée tout au long des chapitres suivants et je sais pas, ça n'a pas marché. Donc je suis désolée Mozart, hein, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et on retourne vers les bonnes lectures. Je vous présente Irréel de Agnès Marot aux éditions Gulfstream. C'est l'histoire de Chloé, une adolescente assez banale qui vit avec sa mère dans une ville sympathique, ma foi. Elle va au lycée, elle a ses histoires de cœur, elle a ses histoires d'amis. Parce qu'un beau jour, elle tombe sur un nouvel arrivant, un jeune homme dont elle tombe follement amoureuse. Et alors même qu'elle vit son premier amour, elle se met à recevoir des mails d'un inconnu qui lui laisse sous-entendre qu'il y aurait quelque chose d'inquiétant la concernant. Donc au départ, Chloé essaye de répondre à ces mails, mais elle n'y arrive pas. Et pourtant, elle en reçoit toujours plus. Et au fil des mails qu'elle reçoit, au fil des informations qu'elle reçoit, elle réalise qu'elle est filmée 24 heures sur 24. Il y a des caméras partout chez elle, et visiblement, quelqu'un l'observe sans arrêt. Donc elle est évidemment choquée, je pense que n'importe qui le serait, de réaliser qu'un inconnu nous observe. Mais elle est d'autant plus choquée qu'elle est visiblement la seule à voir les caméras. Je ne vous en dis pas plus parce que moi, j'ai été agréablement surprise, donc j'ai pas envie de trop vous en dévoiler. Évidemment, quand on lit le résumé, on ne peut pas s'empêcher de penser au film Truman Show. Évidemment, ça rappelle beaucoup, mais l'auteur arrive assez vite à s'en défaire, à s'éloigner de ce scénario. J'avais un peu peur en me lançant dans cette lecture, j'avais peur parce que je craignais qu'Agnès Marot n'aille pas au bout de ses idées, n'aille pas jusqu'au fond des choses en fait. Et j'ai été agréablement surprise sur ce point puisque l'auteur justement va bien au bout de ses idées, va jusqu'à montrer à ses lecteurs tout le malaise que peut ressentir une personne observée 24 heures sur 24. Et il y a 2-3 scènes où c'est très malaisant, très dérangeant, qui moi personnellement m'ont bien plu. Et j'ai d'autant plus aimé que, eh bien oui, le bien et les gentils ne gagnent pas toujours. Je vous en dis pas plus, mais voilà, Chloé va se prendre 2-3 tartes dans la gueule, et ça fait du bien. Moi j'aime quand les personnages souffrent, je suis sadique. Oui. Chloé évolue du début jusqu'à la fin, et j'ai beaucoup aimé cette évolution, puisque de l'ado banale, elle va devenir une espèce de fille très en colère, une espèce de révoltée, et elle va évoluer encore, elle ne va pas s'arrêter à ce stade-là, au stade Katniss, j'ai envie de dire, et moi ça m'a bien plu, puisque oui, Agnès Marot a réussi son pari, elle nous a emmenés, enfin elle m'a emmenée en tout cas moi dans son histoire, elle m'a surprise, elle m'a rendue fébrile à certains moments de ma lecture, et j'ai beaucoup aimé. Je ne peux que vous conseiller cette lecture qui était ma foi très bien. Dernière lecture, roman. Il s'agit des Passeurs d'Histoire, édité aux éditions Fleurus, et je vais tricher pour le nom de l'auteur parce qu'elle est allemande et c'est incompréhensible. Mechthild Glaser. Ce livre-là, j'avais croisé sa couverture 2-3 fois en librairie et ça m'intriguait bien. Passeur d'histoire, une jolie couverture. J'avais lu le résumé et j'avais compris que c'était l'histoire d'une fille qui rencontrait les personnages de ses livres préférés. Et en fait, c'est l'histoire d'Amy, une adolescente qui a connu une sale histoire au lycée. Au même moment, sa mère est quittée par son compagnon. Donc entre la mère et la fille qui dépriment, elles décident toutes les deux de partir pour les 2 mois de l'été, juillet et août, dans le village d'origine de sa mère. La mère est d'origine d'une petite île en Écosse où il n'y a qu'une dizaine d'habitants. Et Amy va donc rencontrer son aïeul, va rencontrer les habitants de la petite île et va découvrir qu'elle possède un don. Il se trouve que l'île en fait est habitée par 2 familles, 2 clans opposés qui ont tous le même don, ils peuvent voyager dans les livres. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les passeurs d'histoire. Ils peuvent rentrer véritablement dans l'intrigue, dans le livre tout simplement. Ils ont pour mission de surveiller que l'intrigue se déroule bien, qu'il n'y ait pas un personnage qui décide du jour au lendemain de changer quelque chose, et que chaque lecture de livre se déroule le mieux possible. Que dire sur ce livre si ce n'est que je l'ai adoré. Il est passé à ça du coup de cœur.
Je l'ai beaucoup aimé parce que déjà je suis une amoureuse de la littérature, hein, de la lecture, et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai retrouvé l'ambiance que j'avais adorée dans Cœur d'encre. Voilà, alors là dans Cœur d'encre c'était les personnages de livres qui sortaient des livres, là c'est l'inverse, c'est l'héroïne qui va dans les livres, mais j'ai retrouvé cette ambiance, cet amour de la littérature dans ce livre-là, et voilà, on sent que l'auteur aime les livres, on sent que les personnages aiment les livres, et moi ça m'a fait un bien fou de me plonger dans cette histoire. Amy est franchement chouette, j'avais un peu peur qu'elle soit aussi un peu caricaturale en quelque sorte, puisque c'est une adolescente qui va découvrir son don. C'est une adolescente assez mature en fait pour son âge, et j'ai aimé ça. Alors évidemment il y a peut-être un soupçon de romance, je ne vous dis pas pour quel personnage, mais pareil c'est assez naturel. La romance ne prend pas le pas sur l'intrigue, et j'ai adoré tout simplement. Il y a un vrai mystère autour des livres, il y a un vrai danger, autant aussi bien pour les personnages réels que pour les personnages de littérature, et il y a un vrai style, il y a une vraie ambiance, c'est prenant, c'est bon, c'est trop bien. Voilà, ce bilan livresque est terminé, mais ne partez pas, j'ai quelqu'un à vous présenter auparavant. Je vous présente Charles-Henri Sanson, donc Charles-Henri Léjean. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de cela 2 vidéos, j'avais dit qu'il y avait 2 livres à gagner, Cœur d'encre et Innocent, le premier tome. Donc Cœur d'encre a été remporté, la gagnante s'est tout de suite manifestée, elle m'a dit c'est moi, j'ai gagné, je suis contente. Donc je lui ai envoyé le livre, elle l'a reçu, mais par contre la gagnante d'Innocent ne m'a jamais répondu. J'ai laissé des messages sur la page Facebook, pardon. J'ai bien dit partout, Instagram, Twitter, le blog, qu'elle avait gagné, mais je n'ai eu aucune réponse. Et ça va faire 2 semaines. Donc j'ai décidé de remettre en jeu Charles-Henri. Donc Charles-Henri est adoptable. Charles-Henri recherche une gentille personne, une gentille famille qui prendra soin de lui, qui le nourrira, qui le bercera, qui l'aimera de tout son cœur. Donc Charles-Henri est un peu dépressif, est un peu triste, il se sent seul, il a besoin d'être aimé. Donc je vous invite dans les commentaires à faire un petit signe, à dire je participe, voilà, pour essayer de remporter Charles-Henri. Et je pense que j'indiquerai qui a gagné d'ici mercredi prochain. Et là, comme la dernière fois, j'indiquerai partout dans le monde entier qui a gagné Charles-Henri. Voilà, qui remportera la chance de nourrir et d'aimer Charles-Henri. Voilà, parce que Charles-Henri a besoin d'être aimé. Oui, il faut le savoir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous êtes contents d'avoir retrouvé ma douce voix. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à une prochaine fois. Salut!